On va aborder notre dernière séquence et on va accueillir pour ça les représentants des SS2I. La Chambre nationale a sollicité tous les éditeurs pour cette ultime table ronde et les 3 premiers à avoir répondu positivement ont été retenus. C'est donc eux que j'appelle sur scène. Lionel Schwirtz, directeur général fiducial informatique. Fabrice Norman, de chez One Man Thing Gestencher. Et Cyril Picard, directeur général de Septéo. Alors pour cette dernière séquence de la journée, je vais vous proposer quelque chose. Ça va être un nuage de mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui vont apparaître sur l'écran et je sais qu'ils vont tous vous inspirer, sauf qu'on n'aura que 5 minutes par mot, donc vous ne pourrez pas tous intervenir. Vous levez la main et celui qui lève la main le plus vite intervient. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, il nous faudra un commissaire-priseur dans la salle pour qu'il y ait jugé. Non, mais j'insiste bien parce que j'ai eu un retour quand même d'autres SS2I, c'est que la Chambre nationale organise 2 réunions par an avec nos prestataires, les SS2I. Et la dernière s'est tenue au courant octobre. Et à chaque réunion, nous dressons un compte-rendu d'activité. Il y avait un ensemble de questions à répondre. Et dans ces questions, on leur avait proposé de participer à la table ronde. Et je vous assure, il y a une quinzaine de SS2I, ce qu'on appelle nos prestataires, et on a dû prendre les 3 premiers. Hein. C'est vraiment les 3 premiers qui ont répondu par ordre. Je veux dire, voilà, c'est pour ça que vous êtes là, que ce soit Gestencher, Fiducial et Septéo. Merci. Alors, vous savez quoi ? Je vais prendre le micro. Comme ça, c'est moi qui vais faire la commissaire de justice aujourd'hui. On va commencer avec l'IA. Alors, on en a beaucoup parlé, hein, d'IA, de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des solutions informatiques au sein des offices et est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut y être intégrée ? Qui a envie d'intervenir ? Vous avez été le plus rapide, vous avez déjà le micro. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Ça marche ? On m'entend ? Non, alors attendez, celui-là, il fonctionne. Je dis bonjour à tous, effectivement on m'entend. Merci pour cette invitation. Donc effectivement on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Au sein de Fiducial, nous avons depuis plusieurs années un laboratoire à Bordeaux qui fait de l'intelligence artificielle. Donc nous avons une petite expérience sur le sujet, sur lequel on peut revenir. Tout d'abord, les commissaires de justice la profession se prête particulièrement à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, ils traitent beaucoup de données. Parmi ces données, une partie de ces données sont numériques, non structurées, et donc plus faciles à utiliser et à analyser par des intelligences artificielles. Deuxièmement, c'est un métier de productivité. Et donc l'intelligence artificielle peut aider à accélérer, à donner plus de productivité, plus d'efficacité aux différents collaborateurs dans son travail au quotidien. Alors maintenant, l'intelligence artificielle, il y a aussi un certain nombre de mythes sur lesquels il faut revenir. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'ensemble de la profession, ne remplacera pas l'ensemble des collaborateurs. L'intelligence artificielle est particulièrement intéressante quand on va la combiner avec un collaborateur, pour avoir un collaborateur augmenté qui va pouvoir être plus efficace, se concentrer sur les dossiers à plus forte valeur ajoutée. Il y a aussi un point important, c'est que l'intelligence artificielle nécessite beaucoup de données pour les utiliser. Alors effectivement, le commissaire de justice a beaucoup de données. Maintenant, il faut que ces données aient une certaine homogénéité. Et donc, par exemple, il y a des domaines qui s'y prêtent et d'autres qui ne s'y prêtent pas. Par exemple, on va dire sur le métier du recouvrement, qui est effectivement peut-être, on va dire un peu un fantasme, ou en tout cas un intérêt. Aujourd'hui, à notre connaissance, les intelligences artificielles qui font du recouvrement donnent des résultats qui sont d'une qualité médiocre, parce que les différentes matières sont très différentes. Si on prend par exemple un crédit à la consommation, on va dire un recouvrement amiable, un crédit immobilier, de l'URSSAF, ces données sont très différentes, et si on mélange ces différentes données, on va avoir une qualité qui va être médiocre. Le parti pris qu'on a, on va dire, chez Fiducial, c'est de travailler plutôt sur la partie engagement. Tous les clients font des engagements. On va avoir une homogénéité des données et on va pouvoir faire un scoring, on va pouvoir faire une analyse de ces différents dossiers d'engagement. Et on travaille aujourd'hui avec une demi-douzaine d'études avec lesquelles on travaille sur ces scorings d'engagement. Voilà. Qui souhaite intervenir sur la notion d'intelligence artificielle ? Je vous prends le micro.
Merci pour la parole, bonsoir. Donc c'est vrai que chez Septéo, et je rejoins la partie fiduciale, on manipule beaucoup de données avec nos clients. Alors l'IA, nous on l'a pensé différemment dans un labo, où on mixe un peu les professions, et ça fait écho à une prochaine question sur l'interprofessionnalité, mais on travaille beaucoup sur le machine learning au niveau des notaires, au niveau des avocats, et bien sûr on s'en sert aussi pour les huissiers, où on entraîne les machines, et on se sert des modèles déjà éprouvés sur d'autres secteurs, et on accélère beaucoup là-dessus, et je rejoins sur la partie, comment dirais-je, sur la partie premier niveau de l'IA qui va pouvoir libérer les métiers des commissaires de justice, des gestionnaires de dossiers, des clercs, où la machine va les aider à traiter et à leur proposer les décisions. Bien entendu, le professionnel reste le seul décisionnaire, mais c'est là-dessus qu'on aura vraiment un temps d'avance. Et aujourd'hui, on le voit avec les avocats où on a pris un petit peu d'avance aussi. On a des propositions qui sont fortes et les cabinets, ils sont vraiment très très sensibles. Donc c'est là-dessus qu'on va accompagner les études. Certes, les métiers vont certainement se transformer et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Par contre, il faut l'appréhender, il faut s'impliquer, il faut rester ouvert pour pouvoir en profiter de tous ces modèles. Et je prends un exemple, on est en train de travailler sur les IP. Les études d'huissiers reçoivent les IP, on les scanne, ce qui permet, avec toutes les données qu'on a à l'intérieur des IP, d'ouvrir les dossiers, de proposer la procédure automatiquement et de manière très très fiable. Donc c'est un vrai gain de temps et on est en train de mesurer l'efficacité que va nous apporter l'IA par rapport à un gestionnaire de dossier qui sera obligé d'ouvrir son document, de ressaisir toutes les données et de la fiabilité des informations qui y sont saisies. Donc c'est vraiment une priorité de se développer sur ce domaine-là et une priorité de s'en occuper et de se l'accaparer. Parce que l'IA, c'est un ami, c'est vraiment pas un ennemi, mais il faut pour ça que les études s'ouvrent à ce domaine-là de manière très prégnante. Merci Cyril Picard. Alors, il nous reste 27 secondes. J'ai juste un exemple, je peux donner un exemple? Allez-y. Un exemple qui illustre très bien ce que vient de dire monsieur. Il faut se battre ici. Hein. Et de dire que l'IA est en fait une tête bien pleine et pas tout à fait encore une tête bien faite. J'ai fait l'exemple hier, j'ai mis un visuel forcément d'une vente aux enchères. C'était une statuette africaine que j'ai proposée à ChatGPT. Donc il m'a très bien trouvé que c'était, alors je ne le savais pas, hein, que c'était une statuette Dondo Kamba, à peu près 45 cm. Et j'ai essayé d'aller plus loin. Je lui ai dit, mais alors quel est le prix? Il a été un peu évasif, il m'a dit entre quelques centaines de dollars et quelques milliers de dollars. J'ai insisté et j'ai obtenu la réponse suivante. Pour une évaluation précise, il serait essentiel de consulter un expert ou commissaire-priseur spécialisé en art africain qui pourrait examiner l'objet en personne et fournir une expertise basée sur une connaissance approfondie du marché actuel. Voilà, CQFD. pour l'exemple très concret. Allez, parce que je suis sympa, je vous laisse 10 secondes. Alors, avec un micro qui marche, celui-là, je vais le mettre de côté. Non, mais je suis obligé de changer les règles, hein, Perrine, parce que... Non, mais c'est pas grave, on fera moins sur les autres thèmes. Hein. C'est extrêmement dangereux, l'IA. Je vois effectivement, on est tous passionnés par l'IA. Effectivement, pour toute la périphérie de notre profession, c'est intéressant, toute la partie administrative. Mais je dis attention à l'IA, et notamment en matière de constat. Je vois énormément, et le président lutte contre ça, à savoir, il y a énormément de plateformes qui se développent, et je prends l'IA en matière de photos. Aujourd'hui, on est incapable de dire, lorsqu'on vous présente un document, si cette photo est vraie ou fabriquée. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui fabriquent des photos. Or, le président s'est battu là-dessus et ça a été acté, c'est que le commissaire de justice doit se rendre sur place. Qu'il utilise l'IA tous les jours dans son quotidien pour améliorer son rapport, ça, je veux bien, mais il faut être extrêmement prudent. Le deuxième point, plus vous allez rajouter de l'IA à notre environnement numérique, plus il faudra développer une grande prudence en termes de cybersécurité. Et ça aussi, je crois que c'est un véritable danger. Merci. Ce sera un des mots tout à l'heure, cybersécurité, donc je vous redonnerai la parole. On va passer au deuxième mot, big data. Est-ce que vous voyez un intérêt à utiliser des bases de données mutualisées pour un usage collectif au travers d'outils prédictifs, de scoring, d'aide à l'optimisation, d'aide économique? Big data, c'est souvent un big word d'abord, parce que on l'utilise un petit peu à tort et à travers. Dès qu'on est connecté à une base de données externe, disons, on va parler de big data, ce qui est vraiment un mésusage du concept. Donc, le big data, ça ne mérite ce nom qu'à partir du moment où vous dégagez une valeur à partir du croisement de données ultramassives. Donc, en effet, dans la profession, ça peut tout à fait... ça a des applications. Par exemple, si vous avez essayé, justement, vous aviez une réponse de ChatGPT dont vous donniez un exemple qui vous recommandait
consulter un expert du marché pour définir la valeur. Ben voilà, par exemple, Big Data peut vous donner des tendances, peut vous donner des croisements de centres d'intérêt, des choses comme ça. Voilà. Après, c'est pas toute connexion à une base de données publique, je ne sais pas, de plaque d'immatriculation de véhicules, du SIV ou autre, n'est pas nécessairement du Big Data, quoi. Mais en effet, il y a certaines optimisations qu'on peut faire dans la profession pour, en tirant parti du Big Data, tout à fait. Merci Fabrice Norman. Qui d'autre souhaite intervenir sur le sujet? Je vais vous partager une expérience au sein d'Adenov pour la profession des notaires. On a en charge l'établissement des indices du prix de l'immobilier pour l'INSEE, dans l'ancien ou dans le nouveau. Et jusqu'à présent, on s'appuyait sur l'ensemble des actes de vente faits en France pour déterminer le prix d'un bien à Paris, dans le quartier, etc. On intègre maintenant, depuis ces dernières années, donc c'est énormément de données, on intègre maintenant ce qu'on appelle les données provenant de l'open data, c'est-à-dire que l'État a mis en ligne un certain nombre d'informations sur les risques naturels, la montée, l'impact du changement climatique, comme la montée du niveau de la mer, les zones inondables, sur des zones géographiques, c'est-à-dire est-ce que j'ai un collège à côté, est-ce que j'ai une station de métro à côté. Et en fait, on interconnecte l'ensemble de ces données-là pour aller estimer au plus fin le prix d'un bien à une adresse géographique donnée. Donc on est vraiment sur de la big data, dans une équipe de statisticiens, on mouline énormément d'informations pour aller donner un prix au plus juste, certifié par l'INSEE, d'un bien à un emplacement donné. Voilà, pour partager une expérience. Merci Mathieu Bobillot. Un mot à ajouter ou on passe au mot suivant? Oui, alors effectivement, on pourrait utiliser un big data pour essayer de mettre en commun un certain nombre d'informations qui proviendraient de l'ensemble de la profession, et ça permettrait d'avoir des modèles, en particulier d'intelligence artificielle, qui seraient, on va dire, plus pertinents parce qu'on aurait davantage de données. Donc ça serait intéressant. Par contre, ça pose beaucoup de problèmes, des problèmes de droit. Est-ce qu'on a le droit de partager toutes ces données qui, va dire, appartiennent pas forcément, enfin voilà, qui ont des autorigines très très diverses. Ensuite, il faudrait les anonymiser sur les débiteurs, sur les adresses, sur tous ces éléments-là. Et à partir du moment où on les anonymise, est-ce qu'elles gardent une pertinence? Est-ce qu'on arrive toujours à avoir une donnée dont on va pouvoir utiliser pour justement entraîner les modèles si elles sont appauvries pour les rendre voilà, utilisables? Merci Lionel Schwirtz. Le troisième mot. Oui, enfin, je rebondis sur ce que vous dites. C'est vrai que l'anonymisation et la pseudonymisation des données, ça peut les appauvrir. Pour autant, aujourd'hui, pour affiner tous les scénarios de recouvrement, surtout dans l'amiable, c'est quelque chose qui est aujourd'hui essentiel. Cependant, il y a un schéma économique, à mon sens, qui n'est pas encore trouvé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mobilise beaucoup de ressources pour réaliser ces forêts de données sur la big data. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le modèle économique qui permet de le rentabiliser. En tout cas, nous, en tant que SS2I, et c'est pour ça qu'on n'y va pas énormément, et on n'a pas aujourd'hui d'études, suffisamment d'études de taille très très large qui permettraient d'amortir ces modèles. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Tout le monde essaye de s'améliorer pour que l'euro dépensé dans le recouvrement soit plus rentable, clairement. Merci Cyril Picard. Cette fois, on y est. On passe au troisième mot. La blockchain, on en parle depuis quoi, une décennie. Quel cas d'usage pour la profession et quelles seraient les opportunités? Pas monopoliser la parole. Nous, on a juste un cas d'usage sur la blockchain. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois, voire quelques années. C'est un peu moins prégnant aujourd'hui. Maintenant, il faut rester en éveil sur le sujet. Nous, on a une application pour les constats qui s'appelle Legatus et qui propose pour les huissiers, s'ils le veulent, en plus de faire leur constat d'huissier, de déposer le constat sur la blockchain pour lui donner une dimension de fiabilité internationale, si on peut dire ça comme ça. Qui a été une demande des clients, et aujourd'hui je crois qu'en 18 mois on a eu 10 déposes seulement sur la blockchain, donc c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur. Je pense que c'est pas complètement digéré ni en France ni dans la profession, et que déjà le constat d'huissier a une valeur probante qui n'a pas besoin de la blockchain. Voilà, si ce n'est pour la dimension peut-être internationale, clairement aujourd'hui on n'a pas trouvé nous les cas d'usage pertinents pour la profession. Voilà. Enfin, je suis complètement d'accord. La blockchain, tout le monde en parle, mais en fait, quand on cherche des cas d'usage sur la solution, eh ben, on en a très peu. Effectivement, déjà, on va dire les commissaires de justice, étant des officiers de justice, ont un élément probant quand ils font un constat, quand ils font, on va dire, un certain nombre d'éléments.
La blockchain, par son côté inaltérable, immodifiable, non modifiable, va renforcer encore ces différents éléments. Mais effectivement, ça concerne un cas très limité, un nombre très limité de cas. Et pour l'instant, on a très peu de clients qui ont cet usage. Fabrice Norman, vous vouliez réagir? Oui, alors deux choses. Une part, pour corroborer ce que viennent de dire mes confrères, la blockchain implique qu'on passe dans un monde un peu différent, dans une vision un peu différente. En France, et notamment dans la profession, on voit encore, par exemple, sur les questions de paiement, etc., on voit encore qu'on en est à s'envoyer des chèques ou avoir des moyens de paiement dont on se dit que depuis le Moyen-Âge, ils auraient dû disparaître. Et c'est un peu antinomique d'une démarche de la blockchain. En revanche, il y a certains aspects, par exemple, justement, dans le commerce de l'art, dans le commerce des bijoux avec les ventes aux enchères, etc., où la blockchain peut jouer, et elle devrait jouer déjà un rôle bien plus important dans toutes les problématiques d'authenticité, de vol, etc. Voilà. Donc ça, je peux me permettre de rebondir parce que c'est un petit peu le sujet aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Dans le marché de l'art, effectivement, avec tout ce qui se passe en termes de moyens mis à disposition pour réduire les fraudes, il est sûr qu'avec un système comme la blockchain qui permet d'authentifier et de donner la provenance à partir du moment où il est tracé, bien évidemment, le lot en l'occurrence, évidemment, ça va réduire les fraudes. Deuxième aspect, ça c'est peut-être une opportunité, c'est ce qu'on appelle les smart contracts qui permettent d'avoir un peu le passeport numérique d'un lot et donc de définir même toute la cascade tarifaire avec le droit de suite, etc. Et donc automatiquement, c'est totalement transparent. Et dernier exemple, peut-être aussi en termes de prospective, c'est que la blockchain permet aussi de fragmenter la propriété. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une œuvre qui finalement est fragmentée en plein de NFT uniques. Et j'ai un exemple qui me vient en tête. Il y a Stéphane Distinguin qui a écrit un très bel essai qui s'appelle « Et si on vendait la Joconde ?» Et donc justement, il donne cet exemple de pouvoir fragmenter des œuvres à partir du moment où il y a une traçabilité, une authenticité qui est connue de tous. Voilà. Olivier Barré. Voilà, juste pour également préciser, la blockchain touche les deux domaines, aussi bien le concurrentiel que le régalien. Pour votre information, la Chambre nationale au niveau du régalien travaille avec la blockchain depuis 2020 et notamment pour le registre des consentements. Voilà, donc c'était juste une précision à cet effet. On a encore le temps pour une dernière intervention. Alors pour une dernière intervention, il y a un autre sujet aussi entre les commissaires de justice et le notariat qui est en expérimentation, qui a été en expérimentation seulement, c'est la gestion des copies exécutoires. Le notaire va signer une copie exécutoire, mais cette copie exécutoire va vivre, va aller dans une banque, potentiellement va être transmise à une autre banque, et à un moment, un commissaire de justice va peut-être devoir l'exécuter. Et donc, quelle a été cette histoire ? Est-ce que cette copie exécutoire a déjà eu lieu? Est-ce qu'elle est encore valide ou pas? Eh bien ça, c'est des choses qu'on pourrait inscrire dans une blockchain pour garder la traçabilité de ce qui s'est passé sur l'histoire de cette copie exécutoire. Voilà, type de cas d'utilisation qu'on pourrait avoir. Il nous reste 3 mots. Interopérabilité. Comment optimiser les coûts pour les SOFIS en misant sur l'interopérabilité avec les systèmes existants et quelles seraient les possibilités, quels seraient les besoins? Cyril Picard. Moi, je fais très bref. L'interopérabilité, c'est un débat qui est terminé. C'est facile. Quel que soit le système aujourd'hui, il y a des protocoles de communication hyper standardisés, des API REST, pour être clair, qui permettent à tout système d'interagir avec un autre, s'il est bien fait. Voilà. Merci Fabrice. Cyril Picard, vous voulez réagir? C'est terminé l'interopérabilité? Ouais, ou c'est terminé ou ça commence, mais moi je dirais que ça commence parce que clairement dans les professions du droit qui nous concernent, que ce soit les ex-CPJ ou les ex-huissiers ou même les avocats, aujourd'hui on est sollicité par nos propres clients dans nos métiers du droit. Ils nous demandent des passerelles, de l'interopérabilité pour que les systèmes échangent entre eux directement, pour fiabiliser, pour sécuriser. On parlait de la cyber aussi. C'est quelque chose qui est, je pense, très important et qui va prendre une énorme ampleur et qui va marier ces professions aussi. En tout cas, nous, on a des cas d'usage sur les avocats et les CDJ qui sont vraiment, j'allais dire, sur le point d'aboutir, où les clients nous sollicitent en nous disant voilà, on a besoin de ça, de ci, et voilà. Une fois qu'on a tous les logiciels dans nos mains, on a cette capacité à pouvoir leur proposer de la chaîne de valeur. On n'y pense pas forcément en tant que réduction des coûts, c'est qu'est-ce qu'on apporte comme valeur au client, quel va être aussi
le parcours, l'expérience de son client à lui, l'expérience client de l'avocat ou de l'huissier, enfin, ou du CDJ. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes et en énorme demande dans nos études aujourd'hui, clairement, quoi. Qui d'autre a une réflexion à faire partager? Je voudrais juste rebondir parce que terminer puisque évidemment, donc tu as tout à fait raison, mais ce que je voulais dire, c'était que la question du comment est derrière nous. Voilà, il n'y a plus de problématique technologique. Donc, par exemple, on a une obligation comptable qui arrive dans la profession à relativement brève échéance. Voilà, nous, on est arrivé avec un système qui est complètement ouvert et qui permet à n'importe quel système d'aller s'intégrer avec notre logiciel comptable. Parce que voilà, ce sont juste des protocoles de communication. Moi, je n'ai pas besoin de tout savoir sur vous pour pouvoir dire bonjour et échanger avec vous. Et bien, 2 systèmes informatiques aujourd'hui, c'est la même chose. Olivier Barré. Oui, cette précision était nécessaire. Ça signifie quoi? C'est une capacité à opérer ensemble. Donc aujourd'hui, je suis un praticien, je travaille avec une SS2I. J'aimerais opérer avec un confrère qui dispose d'une autre SS2I. Alors la question, c'est si la Chambre nationale, parce que je suis au département numérique, vous propose un cadre standard technique avec des objectifs communs, est-ce que vous seriez prêt, vous, SS2I, aujourd'hui, à vouloir travailler ensemble pour que des commissaires de justice puissent échanger des actes ensemble, sans contrainte? On est au service de la profession. Hein. Si jamais on nous propose un cadre, on va dire, qui nous permet une interopérabilité entre différentes SS2I et qui soit bénéfique pour la profession, bien sûr, on le fera. Et souhaité par les clients. Souhaité par les clients. C'est pour ça que je vais bien en prendre acte, parce que ça m'intéresse, parce que c'est une question qui revient souvent. On n'est pas là pour la langue de bois, mais souvent il y a des groupes qui échangent, ce qui est tout à fait normal, je dirais, hein, lorsque vous avez des confrères qui travaillent avec un même système informatique, puissent échanger des actes. C'est aussi une volonté, il y a une démarche commerciale derrière tout à fait entendable et tout à fait honorable, mais on a également des confrères qui veulent échanger un petit peu sur tout le territoire, mais où on n'a pas forcément les mêmes SS2I. Oui, Cyril? Je veux bien compléter le propos parce que c'est vrai que nous, on a déjà, enfin, je pense que voilà, on parle de la même chose. On a déjà un échange d'actes entre études sur nos 2 plus grosses plateformes que sont Intelsoft et Solus Softwest. Mais j'allais dire quelque part, ce module a été créé parce qu'il y avait un besoin client et qu'on n'avait rien en face qui permettait de le faire. Donc voilà, il y a des systèmes type Deliveract aussi qui existent, mais qui sont encore un petit peu moins fréquentés pour l'instant. Mais nous, clairement, enfin, tout ce qui a été échange de données avec soit des professionnels, enfin soit des CDJ ou des acteurs du marché via l'ADEC ou des choses comme ça, on a toujours répondu et on n'a aucun intérêt à ne pas le faire de toute façon. Donc oui, clairement, je réponds par la positive là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une grosse demande et de fiabilisation et de dématérialisation, quoi, clairement. On poursuit? On avance avec l'avant-dernier mot, bon, c'est un double mot, hein. Cybersécurité, conformité. Comment permettre à nos offices, à vos offices, d'atteindre la maturité requise? Je peux intervenir, sachant que je suis déjà pas mal intervenu dessus, j'ai dû déborder mon temps. La cybersécurité aujourd'hui, c'est plus une option. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on a en face de nous des groupes de hackers, des groupes de pirates qui sont spécialisés sur les professions du droit, qui nous connaissent parfaitement, qui savent parfaitement comment fonctionnent nos offices, et qui vont chercher factuellement l'argent qui est sur vos comptes. Pour y répondre, je dirais 2 axes assez simples. Petit 1, la formation, la sensibilisation, c'est ce qu'on est en train de faire, l'échange qu'on a. Des commissaires de justice, des collaborateurs, des comptables. C'est extrêmement important. 2e point, l'outillage. Les gens qu'on a en face sont outillés, sont équipés, utilisent aussi l'intelligence artificielle. Et donc, c'est le 2e point. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise de conscience autour de ce sujet-là. C'est un risque aujourd'hui, c'est un danger. Pour nous ou pour les entreprises avec lesquelles on travaille, il faut essayer de rendre ce sujet intéressant parce que ça ne passionne pas les foules, parce qu'on a autre chose à faire quand on arrive le matin, vos collaborateurs ont autre chose à faire que de se
poser des questions sur la cybersécurité. Et le dernier point, il faut une synergie entre les acteurs, et c'est ce qu'on fait ici, entre les acteurs étatiques, donc les organismes d'État, par exemple, le cybermalveillance est aujourd'hui sur le stand de la Chambre nationale, les ordres et les chambres nationales, les acteurs privés que nous sommes, les assureurs qui aujourd'hui se posent des questions sur est-ce qu'ils vont continuer d'assurer ce type de risque parce que l'enjeu est trop important. Et donc il faut que voilà, les ensembles des acteurs, une synergie entre les acteurs me semble vraiment essentielle pour répondre à cet enjeu. Moi, je voulais effectivement compléter. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs du monde juridique sont particulièrement ciblés, donc que ce soit les notaires, les huissiers, les avocats. Pourquoi ? Je dirais qu'un pirate, il cherche à faire le maximum d'argent et que ce soit facile. Aujourd'hui, dans les professions juridiques, il y a de l'argent qui circule, voilà, et au travers des transactions et des activités que vous gérez. Et je pense que la maturité moyenne de la moyenne de l'étude est perfectible, pour le dire. Donc il y a vraiment besoin d'une prise de conscience et de monter le niveau de sécurité de l'ensemble des études. Encore une fois, comme l'a dit mon confrère, au travers d'une prise de conscience, des bonnes pratiques qui doivent être influées sur l'ensemble de vos acteurs, également quelques outils. Voilà, des outils d'antivirus plus EDR qui incluent l'intelligence artificielle, capable d'identifier des comportements qui sont comportements anormaux. Et dernier point, effectivement, ça passionne pas tout le monde, mais c'est quand même aussi un élément différenciant. Quand vous répondez à un appel d'offres, vos clients sont des grands groupes, sont particulièrement sensibles à la sécurité, et RGPD aussi, entre guillemets. Et sur le fait, si vous montrez que vous êtes performant dans ces sujets-là, ça sera un élément différenciant. Alors, peut-être je vais dire un mot. Pardon. Frédéric Lapeyre ? Oui, allez-y. sur la conformité, puisqu'on parle beaucoup de cybersécurité, mais il y a un deuxième mot, c'est conformité, qui fait lien peut-être aussi avec l'interopérabilité qui était le sujet précédent. C'est qu'aujourd'hui, je pense que les offices manquent de moyens, en tout cas, même si l'interopérabilité est disponible, elle ne l'est pas assez exploitée. Donc aujourd'hui, si dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, on mettait en place des systèmes de circulation d'informations directement sur le registre national du gel des avoirs, sur les institutions comme le GAFI par exemple, qui répertorie les pays qui ont des listes noires, en ce moment c'est Corée du Nord, Iran et Birmanie, où les provenances des enchérisseurs, par exemple pour les enchères, il n'y a pas une exigence qui est la même que la nôtre, eh bien d'être alerté. Voilà, donc il y a tout un système qui doit être mis en place. C'est possible par la technique, ça c'est le comment on sait le faire, mais c'est pas encore exploité et c'est dommage. Cyril Picard. Moi j'ai un chiffre qui me choque, qui a été repris par le ministre délégué à l'économie. Il y a une PME sur deux qui fait faillite 18 mois après une cyberattaque, quoi. Et nous on est des PME en fait, hein, donc je pense que ça vraiment ça doit être une prise de conscience absolue, quoi. Oui, juste une précision, c'est que votre bureau national et son président s'est déclaré autorité d'homologation. Là, on va un petit peu plus loin. C'est pas simplement faire l'état de tous les moyens de sécurité, mais c'est aussi accompagner tous les partenaires dans notre environnement numérique. On teste de temps en temps la profession et on envoie ce qu'on appelle des phishing. Le dernier sur les Jeux Olympiques pour l'année prochaine, pour l'événement de 2024, nous avons envoyé. Alors, vous retrouverez les chiffres exacts sur le Cybermag qui paraît aujourd'hui. Hein, il y a un QR code à scanner à l'extérieur, mais grosso modo, sur 4000 courriels, 50% ont été ouverts. 34% sont allés, voir l'information, et vous avez plus de 400 personnes qui ont donné des données confidentielles. Donc, pour rebondir à tout ce qui vient de se dire, bien sûr, il faut de l'information en permanence, mais aussi de la formation. Et ça c'est indéniable. C'est-à-dire que si vous voulez, le pôle numérique a quand même des idées parfois un peu malveillantes, parce que l'adresse mail, c'était commissaire-justice.fr. Vous voyez, donc là, c'était assez fin, mais n'empêche qu'il faut qu'on soit extrêmement méfiant. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que même dans notre profession, bon, après, je ne dis pas c'est forcément des commissaires de justice, mais ça peut être des collaborateurs aussi, mais c'est prendre sa carte bleue et donner des informations.
Et ça, c'est extrêmement grave. Et là, je peux comprendre le nombre de millions qui peuvent partir assez rapidement. Voilà, le chrono est en train de clignoter et de s'allumer en rouge, donc on va enchaîner, on va terminer. On va terminer avec le dernier mot du jour, dernière séquence. On va ouvrir une fenêtre et ailleurs. Et ailleurs, comment évoluent les métiers sous l'impulsion des technologies évoquées en Europe et ailleurs, et quelles sont les tendances? Est-ce qu'il y a un impact sur les professionnels, comme on a pu le connaître avec chaque révolution? Et est-ce que vous envisagez un avenir avec moins d'humains à la manœuvre? Ça vous inspire? Oui, alors le monde, si on reste à une échelle simplement du logiciel qui fait interface avec un utilisateur, celle qu'on connaît aujourd'hui, sans parler des systèmes des bases de données qui régissent tout ça. Derrière, simplement dans l'expérience de l'utilisateur, on arrive plus à des logiciels qui tirent parti de l'intelligence artificielle et où vous allez exprimer ce que vous voulez faire plutôt que de savoir comment le faire. Ça, c'est vraiment la tendance, ça arrive. C'est-à-dire plutôt que de me souvenir que pour faire tel type de constat, je dois aller là, cliquer sur tel menu, puis tel bouton. Je vais simplement exprimer que je veux faire tel type de constat, et puis le logiciel va m'aider à le faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment la tendance. Voilà, c'est ce que va apporter l'intelligence artificielle à une échelle très proche de vous, quoi. Voilà. J'aimerais redire un point sur l'intelligence artificielle sur laquelle je ne me suis pas exprimé tout à l'heure, pour dire qu'à cause de ChatGPT, on tend à confondre une intelligence artificielle du type ChatGPT, c'est-à-dire ce qu'on appelle un modèle large de langage, donc qui produit du langage, qui produit du blabla. Et dans une profession juridique, il faut se méfier, ce n'est pas exactement ce qu'on attend. Voilà. Et de l'intelligence artificielle en général, avec des modèles qui sont tout à fait éloignés du langage, qui n'ont pas pour vocation à produire du langage, ce que fait très bien ChatGPT. Et donc, l'intelligence artificielle va vous aider vraiment au quotidien, mais ne focalisez pas, ne vous dites pas l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, 3, 4, etc. Peu importe. Voilà, juste pour rebondir sur ChatGPT et ailleurs. On aurait dû faire un thème ChatGPT. Non, mais c'est lié à la dernière question, et ailleurs. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la fin de la barrière des langues demain. On va communiquer directement, soit oralement ou par écrit, dans sa propre langue, et son interlocuteur va recevoir dans sa propre langue l'information. Et ça, c'est intéressant. Et ça, je pense que c'est véritablement le principal apport à très court terme, parce que ça existe déjà des petits logiciels qu'on emmène en voyage, mais je pense que ça va être le principal apport immédiat de l'intelligence artificielle dans nos métiers. On pourrait très bien communiquer avec un Italien, un Grec, un Belge, et j'en passe. Voilà, c'est ce que je voulais terminer sur l'intelligence artificielle et la rubrique « Et ailleurs ». Mathieu Bobillot. Je vais vous donner une vision. Adenov travaille avec ses homologues dans les différents pays européens et les expérimentations qu'il y a dans les autres pays européens. L'Italie est en pointe sur tout ce qui va être traitement du langage naturel, et donc ça va être lecture des pièces nécessaires à la création d'un acte. Et donc, pour créer un acte, j'ai besoin de lire un ensemble de pièces. Aujourd'hui, c'est fait pour un humain, pour aller chercher l'information à l'intérieur, pour le remettre dans mon acte. Ça, c'est aujourd'hui en expérimentation en automatique donc en Italie. Un sujet extrêmement intéressant sur lequel l'Espagne est en pointe, c'est la lutte contre le blanchiment. Chez les notaires espagnols, il y a énormément d'informations financières de leurs clients qui passent, et ils sont censés, comme les notaires français, pouvoir détecter un risque de fraude et de faire un signalement. Aujourd'hui, ils ont mis en place des mécanismes d'IA pour détecter, pour alerter sur un risque de blanchiment d'argent et faire une alerte. Pour revenir sur le sujet plus large, est-ce qu'il y aura moins d'humains? C'est un sujet qui est délicat et qui est compliqué. À date, alors je vais rebondir sur ce que disait Olivier Barret. Moi, j'avais une équipe de traducteurs il y a quelques années, une dizaine de traducteurs, du jour au lendemain, avec la sortie du premier outil qui s'appelle DeepL, qui est sorti sur ça, ils sont transformés en relecteurs. Donc, voilà, donc un problème RH à traiter. Alors je ne dis pas que toutes les professions et tous les métiers vont disparaître. Néanmoins, il y a 10 ans, on ne pensait pas qu'on aurait des niveaux de traduction actuels. Il y a 10 ans,
Voilà, transformation de métier. Il y a 10 ans, on ne pensait pas qu'on saurait traiter le langage de la manière dont on le traite actuellement en ChatGPT ou d'autres outils. Aujourd'hui, on l'a dit, l'IA va nous apporter moins de tâches répétitives, moins de tâches complexes, va nous aider à décider et va nous permettre de nous concentrer sur notre cœur de métier. C'est à date. Après, en prospection, c'est ce qui se passera demain, on a le temps de voir. Néanmoins, autour de l'intelligence artificielle, le sujet éthique est un sujet important. Les acteurs de l'IA demandent des moratoires, étonnant. On ne sait pas si c'est pour des raisons commerciales ou si c'est pour rattraper le retard qu'ils ont ou ils sont réellement inquiets. Néanmoins, restons vigilants sur ces technologies comme toute technologie. Il reste 20 secondes. Je vous laisse le mot de la fin. Ouais, c'est bon. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, ChatGPT, et je vais finir par ça, dans des professions juridiques, c'est important. Parce que c'est beaucoup de blabla. Alors je dirais pas j'irai pas jusqu'à dire comme notre ministre délégué au numérique que ChatGPT c'est un perroquet approximatif, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à comment on l'utilise. Donc surtout ne donnez pas votre langue au ChatGPT, ça c'est important. Deuxième chose que je voulais dire, c'est on est passé d'une logique produit à une logique usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un produit ou un service il est adopté s'il est performant, s'il est pratique et si on ressent une émotion. Donc je ne pense pas qu'en fait on va avoir une déperdition de l'humain parce que l'émotion est toujours ce qui va driver l'usage. Et j'en reviens à ce que je disais sur les enchères. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces échanges qui ont été passionnants. Vous allez pouvoir regagner vos places.